Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Tout de suite, place à notre expert. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode où j'ai le plaisir de, à mon tour, pouvoir interviewer David. David, merci beaucoup pour cet échange qu'on va avoir. Merci pour ton temps et ta confiance. Et puis, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Merci Charlène en tout cas de m'inviter. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire cet exercice avec toi il y a quelques temps et on a aujourd'hui l'occasion d'échanger nos micros. Et donc mon nom est David Germeau, donc je suis d'origine belge. J'ai fait mes études en Belgique, en Australie, aux États-Unis, mais aujourd'hui je réside au Canada. Et voilà, je suis papa de 3 enfants et je suis designer de programmes santé. C'est un peu comme ça que j'aime me définir par rapport à ce travail justement de la santé physique au service de la résilience, au service de nos objectifs de vie, que ce soit des objectifs physiques, émotionnels, mentaux, spirituels, un peu selon les défis que chacun va rencontrer. Parce que je suis persuadé que il nous faut de l'énergie pour réaliser ces différents défis. Et donc, je m'occupe de l'activité physique, de la nutrition, du sommeil, de la gestion du stress, tout ce qui nous permet d'avoir, je dirais, un corps qui nous soutienne dans nos défis. Merci pour cette belle présentation. Justement, tu as déjà donné plusieurs mots-clés dont on va parler. Tu as cité le mot deuil qui, bon, a priori, on est sur le bon podcast pour ça. Tu as parlé de résilience, tu as parlé aussi de santé, et notamment de santé physique, designer notamment de programmes de santé. On va parler un petit peu de tous ces sujets-là, mais la première question que j'avais envie de te poser, c'est un petit peu qu'est-ce que le deuil pour toi? Je me fiche de la définition du petit Larousse, hein. Vraiment, toi, comment tu le perçois, comment tu le vis ou comment tu l'as vécu? Alors, c'est une question qui est très intéressante parce que je me l'étais jamais posée avant. Et je pense que c'est vraiment important de prendre le temps justement de se poser sur ce genre de questions et c'est ce qui m'a probablement manqué à travers, mes différents deuils. Et donc je te remercie de me donner l'occasion justement d'y réfléchir aujourd'hui, parce que je pense que le deuil, c'est de pouvoir, justement faire une pause, sur ce qui arrive, sur ce qu'on a perdu, sur ce qui va changer et de pouvoir, vraiment le digérer. C'est peut-être une déformation professionnelle, mais le digérer, je dirais, émotionnellement, mentalement, de se dire, ben voilà, il y a un changement. Parfois, j'ai encore, heu, je me surprends encore, me dire que je n'ai pas vu, mes parents depuis, autant de temps et j'ai l'impression qu'il suffirait que je prenne le téléphone pour pouvoir, les avoir, mais ça n'est pas le cas. Et donc c'est vraiment de se dire: ben voilà, j'ai vécu toutes ces choses, soit avec une personne, soit dans un projet, que je dois abandonner ou un projet sur lequel je dois faire une croix. Et donc l'intégrer, me dire: «OK, maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je chéris?» Par rapport à ça et pouvoir laisser aller. Je veux dire, on peut pas s'arrêter, on vit dans le moment présent. Ça peut paraître très théorique tout ça, mais prendre le temps justement de ressentir, de de faire une pause, de ressentir ses émotions, ses souvenirs et de continuer avec ce bagage qui est là. On ne peut pas faire une croix sur ce qu'on a vécu, et on avance avec, tout ce que les gens et les expériences nous ont enrichis. Je suis persuadé qu'on avance, on progresse. Mon mantra depuis, plusieurs années et probablement depuis, les événements qui m'ont le plus marqué, c'est
en anglais in shape to grow, c'est être en forme pour bien grandir. Et c'est cet aspect de grandir qui me permet euh, de digérer le deuil ou en tout cas de le vivre correctement. Je ne suis plus le même, mais je grandis. C'est pas que j'ai été euh, privé de quelque chose. Bien sûr, j'étais privé des personnes que j'aimais ou de rêves que j'avais, mais ça me permettra de grandir. Merci pour tes mots et ta définition qui est très riche en tout cas. Justement, je trouve que tu soulignes bien ce côté de changement d'avant et d'après. De oui, il y a la perte de quelque chose, mais il y a aussi cette notion de croissance, d'évolution, de grandir exactement comme tu l'as dit. Tu as parlé de digérer, tu as parlé de rythme, tu as parlé de temps. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui résonnent très justement, moi, avec ma philosophie et ma manière de le voir. Et si ça résonne pas pour vous, auditeurs, auditrices, c'est OK. Et j'ai envie de vous poser la même question et peut-être de vous dire de mettre pause. Et comme David, de répondre à cette question, en fait, c'est quoi le deuil pour vous? Comment vous le ressentez? Comment vous le vivez? Et c'est OK d'avoir votre propre définition qui peut-être diffère de celle qu'on a pu énoncer là. Ça n'en est qu'une parmi tant d'autres et ça me permet de souligner encore et toujours que le deuil est justement unique et singulier et propre à chacun. On sent beaucoup de vécu sans que tu l'aies pour l'instant encore découvert, enfin encore montré et encore explicité, mais on sent beaucoup de vécu en fait à travers ta définition et à travers tes mots. Euh, Est-ce que justement tu veux peut-être nous illustrer cette notion de digérer quelque chose, de d'évolution, de prendre le temps à travers un ou plusieurs deuils que tu as pu vivre? Tu as cité l'exemple de tes parents, je sais qu'il y en a d'autres. Je te laisse libre d'aborder celui ou ceux que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Tout à fait. Et je te remercie de me donner ce micro et cette occasion parce que c'est quelque chose que j'ai eu après ces années. J'ai eu l'impression de ne pas l'avoir suffisamment partagé à la fois pour donner espoir à ceux qui sont dans cette situation et qui ont l'impression qu'il y a, que ça ne va pas changer. Euh, j'ai appris récemment, en fait, ce week-end, une personne que je connais un petit peu, eh bien, vit un deuil périnatal depuis quelques jours. Et donc, je me rends compte à quel point c'est ce partage, justement, c'est pour ça que j'aime beaucoup ton podcast, c'est qu'il faut pouvoir sortir de ces tabous et de cette problématique. On en a parlé lorsque m'as fait le plaisir de répondre à mon micro, mais oui, ces deuils, je vais dire que j'ai toute mon enfance, j'ai été bercé dans cette, illusion. J'avais un peu l'impression que les gens étaient, éternels parce que j'ai connu mes grands-parents, très tard. Mes 2 grands-pères, ont vécu jusqu'à 96 ans. Mes 2 grands-mères sont arrivées à 80, non 79, 79 et 85 ou 84. Donc j'ai eu la chance de pouvoir vraiment vivre ce qu'est un grand-père, une grand-mère, une arrière-grand-mère. J'avais 18 ans quand mon arrière-grand-mère est partie. J'ai eu l'occasion de la côtoyer parce qu'elle avait encore toutes ses facultés psychologiques et mentales. Donc c'était un vrai bonheur. Il y a juste un élément, et c'est en préparant cette interview que je m'en suis rendu compte. C'est vrai que il y avait quand même une petite virgule parce que j'étais trop jeune pour m'en rendre compte, mais ça a été répété durant plusieurs années, aux fêtes de famille, parce qu'on était très famille dans mes 2 familles. Donc on avait beaucoup de contacts avec nos grands-parents et nos cousins, les fêtes de fin d'année, les anniversaires, tout le monde, voilà, c'était vraiment de belles familles. Mais, mon oncle et ma tante ont perdu, leur fils qui avait, quelques semaines. Et c'est vrai que moi, je devais avoir moins de 5 ans quand c'est arrivé, donc je pouvais pas me rendre compte quand j'étais tout petit de ce que c'était. Mais aux fêtes de fin d'année, mon grand-père avait l'art de faire des discours et il y revenait systématiquement là-dessus. Et ce sera important par après dans notre conversation parce que lui avait besoin de l'exprimer, mais dans mes cousins, dans mes oncles et tantes, il y avait systématiquement beaucoup d'émotions et on sentait que c'était encore très vif, même plusieurs années après. Et quand ça m'est arrivé, parce que en 2011, nous avons perdu notre petite fille qui avait 2 mois,
d'une mort subite. Elle était à côté de moi quand, ça s'est passé et tout est allé très, très vite après et je me rends compte que, on n'est pas prêt évidemment. Je venais de perdre mes parents. 2 mois plus tôt, j'avais perdu, ma maman. En fait, 2 jours après la naissance de ma fille. Ce qui était très compliqué d'avoir d'un côté le bonheur immense d'avoir, un deuxième enfant et qui était de 2 jours, parce que 2 jours plus tard, je perdais ma maman, alors que j'avais perdu mon papa 2 mois plus tôt. Donc en 4 mois, ça a été, relativement intense et comme je le disais jusque-là, oui, j'avais perdu mes grands-mères, j'avais encore mes 2 grands-pères. Quand mes parents sont partis, mon grand-père paternel, heu, n'était plus très présent, mentalement, mais mon grand-père, maternel qui nous a quittés juste cet été, avait encore, de belles conversations, au téléphone et oui, il perdait un peu la mémoire, mais à 96 ans, quand je lui posais des questions sur sa vie et sur, ses souvenirs, c'est normal qu'il ne se souvenait plus de tout et j'aimerais avoir, je dirais, sa présence, à cet âge-là. Mais, pour en revenir à cette période qui a été très compliquée, surtout que je vivais une autre sorte de deuil puisque c'est ça qui est intéressant quand on t'écoute, c'est que partages le deuil vraiment sous toutes ses formes et là, ça faisait 1 an que mon épouse et moi, heu, avions fait faillite pour une entreprise, familiale que l'on avait créée avec, tout notre amour, toute notre énergie, toute notre insouciance, d'un jeune couple. Et donc là, on était dans une situation financière très compliquée. Mes parents étaient malades depuis, plusieurs années, donc ça a été compliqué de pouvoir, être présent avec eux et puis papa est parti, puis maman est partie et puis notre fille est partie et c'est comme si, tout s'était écroulé. Moi, je me souviens, de quelques moments, juste après où j'avais l'impression que le monde avait perdu ses couleurs, hem, que ce ne serait plus jamais la même chose. Mais aujourd'hui, si je peux en parler justement avec toi, Charlène, c'est qu'il y a eu un chemin évidemment, il y a eu beaucoup de travail, on en parlera ensemble et donc à ce moment-là, ce qui m'a souvent manqué, c'est justement de prendre le temps, de pouvoir me poser, de pouvoir, avec, mon épouse, avec mon fils qui avait à l'époque, à peine 4 ans, heu de pouvoir se retrouver et là 10 jours plus tard, je devais être au travail. J'étais indépendant, mon épouse, n'avait pas de travail à ce moment-là, heu et hem et il a fallu, repartir et d'autres événements sont arrivés par après, sur lesquels il a fallu aussi travailler. Mais petit à petit, comme je le disais, ça s'est digéré, malgré le manque de temps, malgré le manque, d'entourage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer, c'est, la cohésion qu'il peut avoir entre des femmes. Je trouve qu'elle est beaucoup plus forte qu'entre, les hommes qui sont peut-être un peu plus pudiques. Pourtant, en tant que sportif, j'avais plein d'activités sportives et des groupes de sport, mais je me suis retrouvé un peu, comme le guerrier solitaire, à marcher seul avec, ma peine. Alors que mon épouse, il y avait, quelques amis qui ont été extraordinaires. Il y a ma cousine, une de mes cousines qui était très proche de mon épouse, à ce moment-là et le fait de voir mon épouse bien entourée, ça m'a aidé, à avancer. Le fait peut-être, de manière, obligatoire, devoir retravailler très rapidement, ça m'a aidé aussi parce que je les ai longtemps compris. Après avec le temps, ça peut changer, mais le fait que, la famille de mon papa, soit dans le deuil de leur frère, de leur fils, de leur, oncle, ils étaient dans ce deuil-là, du côté de ma maman aussi et donc je me suis, retrouvé un peu seul parce que je me dis: «Bah, oui, c'est normal, ils sont pas là, ils sont encore dans le deuil de papa, ils sont encore dans le deuil de maman. Je vais avancer, je dois de toute façon travailler, mon fils qui est là, mon épouse qui est là, elle est soutenue, donc on avance. C'est pas la meilleure, je dirais, atmosphère, environnement pour pouvoir vivre des événements aussi durs, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui la résilience me tient tellement à cœur. C'est que c'est incroyable avec les petites ressources que l'on a, ce qu'on peut faire. Bien sûr, aujourd'hui
quand j'entoure quelqu'un ou quand je soutiens quelqu'un, alors je ne me suis pas spécialisé dans le deuil, ça n'a pas été mon je dirais ma mission, mais mon objectif, c'est vraiment de donner l'énergie aux gens pour passer n'importe quelle épreuve. Hem et le fait de pouvoir, avancer, de voir qu'il y a des choses qui sont placées, après ça voilà, le temps fera les choses, les l'espoir et le fait de se dire: «Il y a des solutions et les choses vont s'améliorer», ça c'est très important et puis, encore une fois, je ne suis pas non plus resté entièrement seul. Il y a des éléments qui ont fait que, j'ai pu être entouré de manière un peu plus indirecte. On en si Tu en parleras certainement, heu et pouvoir, en fait, je me rends compte à quel point c'est difficile finalement de pouvoir mettre des mots, comme tu l'as tellement bien dit quand je t'ai interviewé, c'est tellement personnel, qu'il y a pas de v il y a pas de formule magique, il y a pas de solution idéale. C'est tellement personnel que ce qui doit être le fil conducteur, c'est que la sérénité, plus que le bonheur, parce que le bonheur est peut-être un peu plus difficile à définir, mais la sérénité reste, possible. Aujourd'hui, même si aux anniversaires, je vais avoir difficile, je reste serein. Je sais que j'ai grandi, j'ai mes enfants qui sont bien, j'ai mes enfants avec qui je peux parler de leur, petite sœur ou de leur grande sœur, puisqu'entre temps on a une, une 2e fille et donc c'est possible de retrouver cette sérénité, cette confiance en la vie, cette confiance au projet d'avenir, heu et de pouvoir vivre avec, un deuil. Bien sûr et puis, bah, comme tu l'as dit, c'est aussi le fruit, d'un chemin avec, chacun ses ressources où on avance, petit à petit avec des choses qu'on a ou des choses qui nous manquent. Tu donnais l'exemple du soutien qui était différent envers ta femme, avec ces notions plus de qu'on peut entendre maintenant sous le terme de sororité aussi entre femmes et c'est vrai que le deuil n'est pas déjà vécu de la même manière par tous et n'est pas vécu de la même manière selon les 2 sexes, hommes ou femmes. Il y a aussi beaucoup de stéréotypes et de préjugés encore au-delà du deuil de manière générale sur les émotions, sur la santé mentale par rapport aux hommes, même si ça change. Je vais pas me faire mauvaise langue, clairement, ça change et ça évolue. Mais c'est vrai que c'est quand même encore moins ancré, que ce que c'est pour nous les femmes, cette expression des émotions et ce soutien. Et je trouve ça intéressant justement que tu le précises parce que je pense que c'est dans les 2 sens. Autant, je dirais, l'homme en deuil sans parler de toi, hein, peut-être que tu te reconnaîtras pas là-dedans, mais souvent l'homme en deuil, les préjugés ou les stéréotypes, c'est faut que je sois fort pour ma famille, faut pas que je pleure. C'est beaucoup de il faut, je dois ou je dois pas, et souvent c'est plus de cacher quelque chose. Encore une fois, c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Tu parlais tout à l'heure du travail. Alors toi, avec le fait que tu étais indépendant et comme tu disais, ben j'ai pas le choix, il faut que je reprenne le travail aussi parce que ben malheureusement et même si on aimerait qu'il en soit autrement, la vie continue et ils font bien continuer à avancer pour justement avoir cette notion d'évolution, de grandir, de donner son propre sens finalement au décès. Donc il y a autant ce côté de l'homme en deuil, mais il y a aussi les hommes qui tournent autour d'une personne en deuil qui, ben, ne sachant pas toujours comment ouvrir leur cœur, comment s'exprimer, comment réussir à mettre les mots sur leurs émotions, comment ne pas être dans le trop, mais être dans le suffisamment. Enfin voilà, toutes ces choses qui sont en évolution et donc du coup, ben, les hommes cherchent aussi un peu leur repère et c'est bien. Il faut des moments un petit peu comme ça où c'est un petit peu chamboulé pour que chacun puisse trouver ses repères et du coup, ben, peut-être un peu moins, comment dire? Dans la démarche finalement envers un homme ou une personne en deuil, d'être dans cette question de quoi tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui peut t'aider, comment je peux te soutenir en fait dans cette démarche. Non pas souvent que les personnes ne veuillent pas, mais qu'en réalité c'est juste que ben elles sont perdues, il y a pas de mode d'emploi, il y a pas de repères, il y a pas de tout ça, et chacun fait un petit peu avec ses propres ressources, avec ses petites ressources exactement comme tu le disais juste avant. Et
Avant d'en arriver aussi peut-être à cette question de qu'est-ce qui t'a aidé sur ce chemin-là, je trouvais intéressant de le préciser parce que tu l'as dit dans ta première définition. Tu parlais de cette notion de projet aussi. Comme moi aussi, j'aime l'aborder. Le deuil, oui, physique, le décès d'un être vivant, que ce soit un être humain, qu'importe le lien, ou un animal, mais aussi tous ces deuils pardon, symboliques de la vie. Et je sais que tu en as vécu plusieurs. Tu as cité l'exemple de la faillite de ton entreprise familiale. Je sais que tu as eu une deuxième faillite, donc qui reste un petit peu dans la même dynamique, avec des conséquences qui sont sans aucun doute aussi différentes, parce que comme je le dis, chaque deuil est unique. Je sais que tu as eu aussi une expatriation et ensuite, plus tard, un cambriolage qui t'a fait perdre les photos, certaines photos et un lien émotionnel. Est-ce que tu veux nous en dire un mot sur ces deuils plus symboliques? Tout à fait. En fait, j'étais quelqu'un, qui était très nostalgique étant plus jeune, je me faisais une idée, un peu, utopique, de la famille parfaite, parce que là je décris de très bons souvenirs, que j'ai avec mes différentes familles. Mais c'est vrai qu'étant plus jeune, j'avais envie qu'il y en ait plus, j'avais envie de passer plus de temps. Pour moi, Noël, ça devait être féerique chaque année, et alors je me disais: «Oh mais l'année passée, c'était mieux», mais et donc avec le temps et avec les deuils, j'ai appris à beaucoup plus profiter du moment présent, et le fait de me projeter effectivement, heu, dans l'avenir, d'avoir des projets qui me permettent, même si le projet n'aboutit pas et qu'il est totalement transformé, hem, mais c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. C'est vraiment se dire que: «OK, aujourd'hui, j'ai mon histoire, j'ai telle, situation, c'est difficile, mais je sais que plus tard, je vais avoir quelque chose qui» en tout cas, là, maintenant, j'ai quelque chose qui me nourrit pour avancer. Et donc, oui, dans ces deuils symboliques, notre première entreprise, c'était vraiment quelque chose dans laquelle on avait mis énormément de d'énergie, d'espoir, de rêve, d'argent. Et donc, parce que mon épouse et moi, on est des travailleurs, et que quand il y avait des éléments qui n'allaient pas, ben, on continuait, on continuait, on continuait. Un peu comme si on creusait un peu plus loin, la problématique. Et là, effectivement, ce sont à chaque fois des expériences qui nous permettent de comprendre les choses, et qu'il ne faut pas spécialement souffrir pour avoir quelque chose de positif. Ça ne doit pas spécialement être dur, et il faut pouvoir être peut-être un peu plus à l'écoute de ce que, l'environnement nous envoie comme, pas dire comme message, mais comme, oui, comme information. Tiens, et si on a un doute, et c'est pour ça que, pour moi, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de se faire entourer, c'est de ne pas rester seul, que ce soit pour un deuil, d'une personne qui nous est chère, ou d'un projet qui semble ne plus aller, c'est de demander conseil, ne pas avoir peur. Et c'est vrai que, autant je n'ai jamais eu peur de montrer mes émotions en tant qu'homme, autant demander de l'aide, c'est beaucoup plus difficile. Et la personne ne peut pas deviner, que ce soit pour, une blessure émotionnelle ou un challenge, mental, de se dire: «Bah, je suis chef d'entreprise, je dois être capable de le faire», ou même en tant qu'expert de la santé, se dire: «Ben non, je peux pas tout faire, et j'ai aussi peut-être besoin d'avoir un collègue qui, qui me donne un coup de main». Je vais te donner un exemple tout à fait, anecdotique, mais le bonheur d'aller faire un cours de yoga, et que ce ne soit pas moi qui donne les instructions, tu vois? De se laisser guider. Allez, je vais à un cours, n'importe lequel, et hop, pour une fois, c'est pas moi qui donne les instructions, c'est pas moi qui corrige les personnes. Je peux vraiment, me laisser, guider. Donc effectivement, ne pas rester seul, et il y a une phrase que j'aime bien, répéter à mes clients ou à mes coachés, c'est, «La vie est un sport, individuel». Parce que le matin, on est les seuls à pouvoir, se botter le derrière pour se lever, ou faire un effort au niveau physique, alimentaire, nutritionnel, ou faire face à une émotion. On est seul, hein, il y a personne qui peut le faire à notre place. Et ce que l'on vit, il y a personne qui va le vivre de la même manière, tu le dis très bien. Mais par contre, le sport est un le la vie est un sport qui se pratique en équipe. Donc même si la dernière décision, l'élément qui va faire la différence, on est les seuls, on n'est pas obligé de le faire seul. On peut s'entourer. Et c'est ce que j'ai vraiment appris à travers ces différentes faillites, à travers ces différents, oui, la
l'expatriation qu'on avait tenté de faire, il y a 18 ans maintenant, n'avait pas fonctionné. On s'est fait un petit peu, avoir, mais on était jeunes, on a pu rebondir et puis on a eu d'autres projets après. D'ailleurs, on est revenu et on a pu, immigrer au Canada et aujourd'hui, ça fait 4 ans. C'était aussi pour notre fils. Alors il n'était pas, encore né quand on était la première fois au Canada, mais, il en a entendu parler depuis qu'il est tout petit. À un moment, il s'est dit: «Bon, on n'ira jamais», parce qu'effectivement, les événements de la vie ont fait qu'on n'a pas pu, retenter l'expérience, aussi rapidement et là, on a pu lui montrer que non, quand on a un objectif, on peut y arriver. Après, comme je disais il y a un instant, la lecture de ce que la vie nous renvoie comme, information sur un projet, elle est peut-être un peu plus subtile. Et donc, parfois, il faut peut-être pas s'entêter aussi longtemps, dans un projet avant de se dire: «OK, c'est pas un échec si je, pivote, si je change», hein. Tu le sais bien en tant qu'entrepreneur, tu l'as aussi vécu. On a un projet, on apprend dans ce projet, puis voilà, bon, c'est pas comme je pensais, mais là, il est temps de changer. J'ai appris, OK, je tourne la page et est-ce que c'est un échec? Est-ce que je vais avoir besoin d'un petit temps pour le digérer? Oui. Mais alors? C'est comme tu le dis très bien et tu le répètes à chaque fois, c'est OK. Là, pour la première fois, je suis en train d'anticiper un deuil symbolique. Heu, je sais que je vais devoir avoir besoin de temps pour le digérer. Pour la première fois, je sais que je vais avoir le temps, et pour la première fois, je sais que ça va se passer sans dans la sérénité. Tu vois? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de se dire que il va y avoir des émotions à digérer. Je le vois arriver, mais je peux le faire sereinement. Je suis pas obligé de souffrir, je suis pas obligé de, hem, m'apitoyer sur, «Ah ça pourquoi est-ce que ça arrive?» J'aime bien comprendre pourquoi, mais dans ce cas-ci, la plus grande leçon que je suis en train d'apprendre, Charlène, en ce moment, c'est l'humilité par rapport à ce que la vie, peut nous offrir. Il y a plusieurs citations qui m'ont guidé durant ces différentes années, ces différents challenges de vie et celle-là, c'est, que l'on soit croyant ou pas, mais je la trouve très, amusante. «Si tu veux faire rire Dieu, donne-lui tes plans». Tu peux avoir le meilleur plan du monde, ça va jamais se passer exactement comme tu l'avais imaginé. On s'ennuierait sinon. Enfin, moi, je dis souvent, on s'ennuierait. Et pourtant, enfin, même moi, hein, je veux dire, dans des moments où il m'arrive des galères, clairement, je préférerais de pas les avoir. Mais souvent, après coup, là, prenez juste un instant pour vous dire, OK, c'est quoi les dernières petites ou grosses galères que vous avez eues? Souvent, après coup, alors, soit on en rigole, selon, attention, l'impact aussi et l'importance des galères, ou soit finalement on se rend compte qu'elle cachait autre chose et souvent quelque chose qui est peut-être plus positif, ou en tout cas dans cette notion d'évoluer, de grandir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas perdu quelque chose sur le chemin, mais on a aussi trouvé autre chose. Et tu parlais de l'échec, je dis souvent que pour moi, il n'y a pas d'échec dans la vie, il y a juste des chemins à ne pas reprendre. Quand tu disais par rapport à certains projets, bah oui, quand il y a des éléments qui nous montrent, ben, est-ce que c'est un échec? On pourrait dire que oui, c'est juste que je trouve que ce terme d'échec, enfin, moi, il me plaît pas, en fait. Parce que pour moi, on est des éternels apprenants et c'est justement un apprentissage de dire, ben, ce chemin-là, il fonctionne pas. Je t'invite à ne pas le reprendre. Mais il y a plein d'autres chemins. Enfin, on dit bien tous les chemins mènent à Rome et c'est une réalité. On prend une destination, on va tous prendre un chemin différent pour y aller. Il y en a qui mettront plus longtemps, d'autres moins longtemps, d'autres qui vivront telle chose, d'autres telle autre. Mais il n'y a pas pour moi réellement d'échec. Et je trouve ça intéressant que tu aies abordé ce sujet. Merci. Oui et c'est vrai que quand tu es comme tu l'as dit, hein, quand on est dans cette situation, inconfortable, c'est pas le moment d'entendre dire: «Ah, mais il y a certainement un cadeau derrière», parce que voilà, on reste humain, on est dans cette émotion. Par contre, on peut se dire: «OK, là, je le vis, je prends le temps. OK, je suis pas bien, je suis triste, je suis en colère, OK, qu'est-ce que je peux faire pour garder, le mouvement?» Avant de décrire mon métier comme, designer de programme santé, que je trouvais un peu plus, heu,
imagé que initiateur de mouvement, mais c'était la première chose que j'avais en tête quand j'ai commencé ma carrière. Je trouvais cette appellation intéressante. Initiateur de mouvement, aussi bien physique que mental. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le mouvement, pas dans le mouvement perpétuel et dans le petit rat qui court dans sa roue, évidemment. Donc, il faut bien faire la différence. Mais tant qu'on reste dans le mouvement et qu'on se dit, OK, là, je vis quelque chose qui est pas agréable, qui est difficile, mais comme tout, ça passera. L'orage passera et après l'orage, la pluie, le beau temps. Et se donner le temps. Et que si on a besoin à ce moment-là d'être seul, ben, c'est très bien. Mais si on a besoin à un moment de faire appel, et encore une fois, dans ce qui moi m'a aidé, et on vit une période extraordinaire à ce niveau-là, c'est ce qui est disponible gratuitement sur les réseaux sociaux. Ton podcast, par exemple, c'est un cadeau pour beaucoup de gens parce qu'ils peuvent entendre des gens qui ont vécu des événements, de différents types, de différentes manières. Ils ne sont pas seuls. Et le simple fait d'entendre le parcours de personnes, sans spécialement donner de conseils, ça peut vraiment soutenir. Et moi, dans cette solitude que j'ai vécue, parce que la faillite m'a éloigné de beaucoup d'amis, hein, parce qu'évidemment, quand on vit un échec, parce que ça reste pour la société un échec, ben, c'est pas très bien vu. Les différents deuils de la famille m'ont isolé, mais le fait de pouvoir ouvrir mon téléphone ou à l'époque mon ordinateur, d'aller sur YouTube et de trouver des personnes qui parlaient pas du deuil, qui parlaient pas de faillite, mais qui avaient cette énergie solaire parce qu'ils sont des gens qui sont hyper positifs, ben, ça m'a vraiment nourri. Il y a des gens comme ça qui sont devenus des amis que j'ai jamais rencontrés en vrai, que j'ai eu l'occasion de contacter pour d'autres raisons, euh, et qui m'ont réellement soutenu à un point tel, alors qu'on n'a jamais interagi à ce moment-là. Il m'a jamais dit: «Allez David, va faire du sport» ou «Ça va aller» ou non. Mais leur message positif m'a suffisamment nourri pour avancer et faire la personne que je suis aujourd'hui, avec, dans cette équipe dont je parlais tout à l'heure, des gens qui ne sont pas spécialement, des gens que j'ai connus, dans la vraie vie, mais des gens qui m'ont inspiré. Les livres aussi, hein, les auteurs. On sent cette notion de soutien de différentes formes, en fait, qui soient littéraires, par exemple, avec des livres, qui soient en termes de podcasts, qui soient en termes ben, humains, enfin, des gens que tu connais plus ou moins proches. Et tu parlais de l'aspect de la santé mentale et que c'est quelque chose qui se voit pas. Et je trouve ça intéressant et d'autant plus, je pense que tu seras d'accord, toi qui es dans cet aspect de santé physique aussi, quand on est blessé physiquement, que ce soit, je sais pas, on s'est cassé le bras, on a un problème physique quelque part, la plupart du temps, ça se voit. Et donc, ça se voit de l'extérieur. Les personnes peuvent plus facilement vous proposer un coup de main s'ils voient que vous êtes en béquille ou avec une écharpe autour du cou, alors que la santé mentale, ça se voit pas. Déjà de base, et en plus de ça, ça se cache bien plus facilement parce que c'est à l'intérieur. Et justement, tu disais, c'est ce qui c'est ce qui est peut-être parfois d'autant plus difficile parce que les personnes ne savent pas, ne sont pas forcément au courant de ce qu'on ressent à l'intérieur si on l'exprime pas. Et donc, c'est aussi une invitation en fait à aller demander de l'aide à qui vous voulez en réalité. Ça peut être à un ami, ça peut être à un professionnel ou aller trouver de l'aide, demander ou trouver. Et donc, dans le trouver, je mettrai ces ressources avec mon podcast, le tien ou tant d'autres, je n'en doute pas, avec des livres, avec des échanges, avec des films, avec des chansons. Trouver en fait votre manière justement de vous ressourcer. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce deuil qui est à venir, que tu as juste abordé dans le ressenti, tu parlais de sérénité. Et je trouve que c'est important à rappeler, c'est que ces expériences passées ou présentes, selon la situation dans laquelle vous êtes, comme tu le disais, oui, on n'a pas envie d'entendre qu'il y a, il y a des choses positives derrière ce deuil quand on le vit, quand on est dans des étapes de tristesse, quand on est dans une colère aussi pour certaines raisons, parfois dans des étapes de culpabilité aussi. Et c'est OK. Comme je dis souvent, si ça ne résonne pas en vous, c'est pas grave. Je vous souhaite que ça puisse résonner dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, selon le chemin et le rythme de chacun. Mais ces expériences, en fait, elles nous permettent d'avoir
approcher, de trouver justement des ressources, de mieux se connaître, de savoir ce qui nous aide, de savoir ce qu'on a pu mettre en place et qui nous a aidé, je vais reprendre ces termes-là encore une fois, à grandir, à évoluer, à se reconstruire, à avancer, à rester en mouvement pour laisser des termes que tu as pu utiliser aussi. Et ça nous met une certaine forme de sérénité, comme tu l'as justement dit. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est agréable, ça ne veut pas dire que tout va bien se passer, ça ne veut pas dire qu'on a un plan pour reprendre justement ta citation et que tout va se passer selon le plan, mais potentiellement on est déjà un peu plus équipé, on a plus d'outils et plus de ressources. Peut-être qu'il nous en faudra d'autres parce que chaque deuil qu'on vivra nous-mêmes au cours de notre vie sera différent et nous impactera de telle ou telle manière. Mais en tout cas, on a déjà des pistes, en fait, des choses qu'on peut activer. Tout à fait. Et quand tu parles de ressources, il y a 2 choses qui m'ont vraiment permis de passer à travers tout cela. Parce qu'ici on a parlé de manière assez, succincte des différents, défis que nous avons vécus, mais il y a quand même 2 choses qui m'ont permis de me sentir fort. C'est mes connaissances de la santé physique parce que j'avais au moins un élément sur lequel j'avais une action, aller marcher avec mon chien à l'époque, qui était un compagnon extraordinaire, qui m'obligeait à sortir. Ça a été mon psy numéro un. Et lui, il était toujours de bonne humeur. Il a connu, ces différents, événements, hem et il m'obligeait à sortir et ça a été extraordinaire de l'avoir. Donc le fait d'avoir ces ressources physiques, et d'agir sur mon alimentation, même à travers des périodes où, financièrement, c'était catastrophique, mais on avait quand même cette attention sur la qualité alimentaire, parce qu'il fallait qu'on soit un minimum nourri pour pouvoir passer à travers ça. Et puis aussi cette immense, ressource qui est mon épouse. Parce que tous ces événements, on les a vécus ensemble et quand on s'est rencontrés, beh, tout nous séparait parce qu'on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même, la vision de la vie ici. C'est ce qui nous a vraiment réunis. C'est que, tu l'as dit, apprendre à se connaître et dans notre couple, on a appris à relever les défis, qu'un couple peut vivre lors d'une faillite. Parce qu'évidemment, quand, il y a plus à manger sur la table, c'est compliqué. Ces défis au niveau émotionnel, parce que oui, moi j'ai vécu, le départ de papa, de maman et de ma fille en 4 mois, mais je n'ai pas porté ma fille. Et mon épouse, elle, elle a eu, cet extraordinaire, cadeau de pouvoir, porter mes enfants. Et pour une femme, c'est encore un autre niveau que je ne pourrai jamais, comprendre ce qu'est, porter un enfant pendant 9 mois, l'allaiter pendant 2 mois, l'avoir au réveil, tous les matins pendant, 2 mois et un soir la voir partir. Et ça, cette ressource, le fait de pouvoir, avec mon épouse, partager ces moments-là, avoir dans les grandes décisions de notre vie la même, le même choix. Bien sûr qu'on s'est pris la tête. Bien sûr qu'il y a eu des périodes, très compliquées, des périodes où on s'est dit: «Bon, là, ça va vraiment pas. On va d'abord se remettre un peu en forme et si après être remis un peu en forme, parce que là on est épuisé, on n'est toujours pas, entre guillemets «réconciliés», là on prendra une décision, mais ne prenons pas une décision maintenant parce que là on vit, ça, ça, ça et ça et ça et que bien sûr que la personne que l'on aimerait on aimerait mettre la responsabilité sur une personne, dire: «C'est ta faute, donc je m'en vais». Non et ça, on vient de fêter nos 20 ans ensemble, heu, c'est une ressource qui est, qui est, inestimable. Je n'aurais pas pu, et je l'ai souvent dit en formation, en tant que formateur, en nutrition et en activité physique, je dis souvent, heu, dans les défis, si on aborde cet élément-là, que sans une bonne santé physique, je ne serais pas là où je suis, pardon, probablement avec, différentes addictions, et bien déprimé. Si j'avais pas eu une épouse comme, j'ai, ma compagne aujourd'hui, mon épouse aujourd'hui, heu, même champion du monde et olympique, j'aurais pas pu passer à travers tout ça. Donc il faut quelque part ces 2 éléments, un minimum de
de soutien, humain, réellement, quelqu'un qu'on peut embrasser, que l'on peut avec qui on peut faire un gros câlin pour se sentir compris, et ça, j'ai la partenaire la plus extraordinaire au monde pour ça. Et puis l'énergie, de pouvoir justement, quand ça va vraiment pas, se dire: «OK, là, il y a un truc qui va pas, on se prend la tête, ce qui est pas normal, on va un peu, lever le pied, on va éventuellement se ressourcer chacun de notre côté et pour pouvoir, se retrouver, très rapidement». Merci pour, ce témoignage, d'amour envers ta compagne. Je trouve ça très beau. Je dis souvent, je trouve qu'on mesure la force, enfin, mesurer avec des guillemets, on mesure dans le sens où on perçoit, l'amour et la force d'un couple, non pas dans les moments où tout va bien et où tout est beau et où tout est rose, mais dans les moments les plus difficiles et justement dans le cas où c'est la perte d'un enfant dans un couple, ça se solde aussi, assez régulièrement par des séparations, donc je trouve ça beau justement et en fait, ce qu'on ressent ce que moi je ressens dans ton témoignage, c'est cette notion d'équilibre et de va-et-vient entre moi uniquement dans mon intérieur, mes émotions, ma forme, mon mouvement, et on va y venir juste après, et mes relations avec l'autre et cette notion de soutien humain. Là, tu parlais de ta femme qui était entourée avec ces notions de sororité qu'on a pu aborder, ce lien avec l'extérieur de par des podcasts, des ressources aussi multiples et diverses soient-elles. Et c'est justement cet équilibre entre la solitude et le lien, l'entourage, et qui est parfois difficile justement aussi à jauger quand on traverse un deuil. Et tu parlais, du mouvement justement avec ton chien, qui t'a, incité, invité peut-être sur certains jours, obligé à dire: «Bah, en fait, moi j'ai besoin de sortir et j'ai besoin de sortir avec toi, donc tu as pas le choix, viens me promener». Je me fais la voix du chien. Voilà, Mais, exactement. je trouve ça intéressant justement parce que, on l'oublie. Je parlais de santé mentale en disant que ça se voit pas, mais il y a aussi tout l'impact d'un deuil dans le corps et au niveau de la santé, physique. Les impacts, ils sont vraiment multiples, que ce soit alors le premier auquel on peut penser, tu l'as cité en termes de fatigue, ça va être tout ce qui est de l'ordre du trouble du sommeil. Il peut y avoir des changements de poids, ce qu'on peut appeler, manger ses émotions, ou à l'inverse aussi des pertes d'appétit, un manque d'énergie qui est là parce que, ben, justement, tout mon monde s'écroule. Tout ce que je connaissais jusque-là s'écroule et puis, en plus de ça, le monde continue à fonctionner alors que moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de m'arrêter. Donc le poids du quotidien, il y a aussi toute cette charge mentale et cette charge administrative aussi avec les différents documents, avec l'héritage, bien sûr, selon le lien qu'on entretenait avec la personne qui décède. Il y a tout ce stress, il y a aussi parfois ces nausées, il y a des maladies qu'on pouvait avoir antérieurement au décès qui parfois se compliquent ou alors des maladies qui se déclarent. Il y a ce qu'on va appeler, et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vous retrouver dans tout ce que je dis, c'est pour essayer d'être le plus exhaustif possible, même si je sais très bien que je ne le serai pas à 100%, mais ce qu'on appelle aussi ce brouillard mental, en fait. Tout ce qui est de l'ordre de la concentration, de la mémoire, de la prise de décision, et ça se ressent dans le cadre personnel, mais ça se ressent notamment aussi dans le cadre professionnel, où en fait on est là, mais sans être là, on nous demande de répondre à certains objectifs, mais quel est le sens de ces objectifs quand moi-même j'ai perdu mon sens parce que justement mon monde s'écroule et que mon identité se redéfinit et que je re-questionne tout mon monde. Et justement, est-ce que peut-être tu aurais certains, que ce soit du vécu personnel ou même dans tes accompagnements justement, est-ce que tu aurais des suggestions pour, peut-être des personnes qui nous écoutent et qui sont, peut-être dans leur canapé, qui s'isolent, qui restent immobiles, et qui se disent: «Ben, c'est bien, mais j'ai pas envie de sortir» ou «Je sais pas quoi faire et puis, bah, comment je vais me remettre en mouvement?» Mais qui au fond ont peut-être envie, mais tu parlais tout à l'heure en disant, on est le seul le matin à pouvoir se mettre un petit coup de pied aux fesses justement pour se lever. Et ben, comment on pourrait donner, avec, plein d'amour, hein, bien entendu, mais un gentil petit coup de pied aux fesses d'amour à ces personnes pour leur dire d'essayer de se remettre en mouvement et que, je dis souvent pas à pas, bah, que ça puisse être un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième pour, ben, sortir de cet isolement, sortir de cette immobilité et transformer ces impacts du deuil dans le corps. C'est une excellente,
question est un résumé sur effectivement ce que tous ces défis peuvent amener dans les changements du corps. Et comme je le disais il y a un instant, alors c'est très peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais si j'avais pas eu ces connaissances au niveau de la santé, je ne serais pas là avec ma santé aujourd'hui à 48 ans et avec ces différents événements, que l'on a brièvement, décrits. Hem Et je sais que ça, j'ai été chanceux de pouvoir avoir ces connaissances-là. Heu, Maintenant, c'est pour ça que je n'ai pas dans tout ce que tu as cité comme symptômes, je n'ai pas, eu de changement au niveau, physique. Parce que justement, dès le départ, je maintenais, une activité physique, un sommeil, une alimentation, une curiosité, qui me permettait d'avoir un minimum d'énergie. Bien sûr, mon énergie montait et descendait. Par contre, ce que j'ai vécu, qui était difficile à vivre pour un un expert de la santé, c'est qu'après le départ de ma fille, je me suis mis à fumer. J'avais choisi, alors entre le la petite anecdote, alors que j'avais jamais fumé de ma vie, heu, du tabac de qualité. Donc je n'ai pas été dans la cigarette, industrielle, mais dans du tabac, biologique. Ça existe. Il y a du tabac de qualité parce que c'était ma soupape, il fallait que je respire et ça a duré 6 mois, jusqu'à un moment où je me levais le matin, il fallait que je fume ma cigarette. Et je me suis dit: «Mais David, ça va pas. Tu te lèves, tu prends ta cigarette et puis tu vas donner cours et tu vas, enseigner la santé». Mais il y a un moment où je me suis excusé, je me suis dit: «C'est temporaire, j'en ai besoin». Et un matin, je me suis dit: «Stop». Et j'ai arrêté du jour au lendemain et je n'ai plus jamais eu besoin de le faire. Ça a été un moment. Alors la symbolique au niveau de la cigarette est intéressante parce que c'est en relation justement avec la peur de la mort. Enfin, c'est ce que j'avais lu chez un auteur, je ne sais plus lequel. Et là, c'est comme si j'avais eu besoin de ça pendant un certain temps et puis c'était parti. J'ai plus et d'ailleurs un jour j'ai réessayé parce que j'étais un peu fatigué, heu et en fait, ça ne m'a pas plu, je l'ai pas terminé. Donc c'était vraiment limité à une période de ma vie où ça a été ma soupape et aussi probablement parce que je n'ai pas été vers un tabac, industriel avec tous les adjuvants qui créent cette dépendance, que j'ai pu m'arrêter uniquement avec, le mental. Bon maintenant, heu, je n'ai fumé que 6 mois, donc ce n'est pas comme la personne qui fume depuis 20 ans et qui est, prise par tous les éléments, chimiques. Et donc là, je me dis: «Voilà, malgré mes connaissances, malgré, une bonne alimentation, un bon sommeil, un sommeil régulier», bah, oui, j'avais besoin d'une soupape, même autre que le sport parce qu'il y avait trop. Ça a été temporaire et quand, je travaille avec des personnes qui ont difficile, je leur explique toujours ça, qu'effectivement, lorsqu'ils ont envie de changer une addiction, il faut la comprendre, il faut pouvoir soutenir le corps au niveau alimentaire, au niveau activité physique, pour pouvoir permettre d'avoir suffisamment d'énergie pour aller à l'encontre d'une addiction et de la comprendre, cette addiction, pour pouvoir se dire: «OK, je ne vais pas enlever une soupape et ne rien avoir à côté», parce que sinon, ben, voilà, ça peut être plus compliqué encore à gérer le stress. Et par rapport à ta question, je dirais que on en revient à Sheila qui était, mon malamute d'Alaska. Alors c'était, Sheila, elle veut dire petit frère en langage, autochtone, donc c'était bien un mâle, mais mon Sheila, quand je partais marcher, effectivement, je me sentais mieux après une demi-heure, même si j'avais pas envie d'aller marcher. Et il y a une auteure qui, a publié un livre qui s'appelle «La dépression ne supporte pas les cibles qui bougent». Et je trouve que ça résume tout. Quand tu dis se botter le derrière pour pouvoir faire un premier pas, c'est ça, en fait. Le nombre de fois où alors c'est pas facile à vivre pour, un ancien athlète. Je ne le suis plus, je reste sportif, mais je n'ai pas, la condition physique que j'avais quand j'étais, judoka et quand j'étais en pleine forme. Mais, c'est pas facile de se dire qu'aujourd'hui, la seule chose que je suis capable de faire, c'est marcher. Mais et alors? Marcher, je vais prendre l'air, je vais bouger, je vais me mettre en mouvement aussi bien, toutes les hormones que j'ai produites avec mes émotions, mon stress. Et si on peut le faire en pleine nature, c'est encore mieux parce que ça, c'est étudié.
on diminue de 30% son cortisol, qui est l'hormone de stress, en allant se balader 20-25 minutes, 1 heure en forêt. Le fait d'aller marcher et de se dire: «OK, c'est un premier pas et je vais pas essayer de brûler des calories, c'est pas le but, je vais pas essayer de faire des performances, je vais même pas essayer de résoudre mon problème en allant marcher. Je vais aller juste marcher, me mettre en mouvement» et Sheila m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Hem et après, avec notre deuxième fille, j'ai fait beaucoup de portage avec mes 3 enfants. Ce sont des choix qu'on a fait dès le départ avec, nos enfants, d'être dans un processus d'accouchement et de suivi des enfants de manière la plus, cohérente possible et donc je pouvais aller marcher avec ma fille, sur mon dos dans le porte-bébé pendant une demi heure, 3/4 d'heure, 1 heure, quand, effectivement, j'avais des périodes un peu plus difficiles, heu, parce que ça je dirais que mon premier challenge réel, ça a été quand on est parti, au Pérou comme, volontaire pour travailler comme, dans une ONG qui soutenait les enfants, de la rue. Et là où ça s'est pas spécialement bien passé avec l'ONG. Donc là, on s'est retrouvés au Pérou et on a dû, trouver un plan B. Donc ça, c'était en 2004. Et là où j'ai vraiment commencé à sortir la tête hors de l'eau et retrouver une sérénité à travers, tous ces défis, c'était en 2018. Donc oui, entre sa naissance et 2018, il y a eu encore des hauts et des bas, et donc marcher, qu'il pleuve. J'ai parfois des clients qui me disent: «Oui, mais cette semaine, il n'a pas fait vraiment bon, je suis pas sorti». C'est même le moment où il faut sortir, c'est quand il pleut. Il paraît que, alors ça, j'ai plus l'étude en tête, mais, la pluie sur le visage stimule, le système immunitaire. Pourquoi est-ce que les enfants, ils sautent dans les flaques d'eau, ils jouent? Je me souviens d'une fête des pères, figure-toi, Charlène, qui était pas une période très facile pour nous. Mon épouse était enceinte. C'était après la 1re faillite, donc c'était un peu compliqué. Mes parents étaient, malades. Fête des pères, à Bruxelles, sous la pluie. Je suis parti avec mon fils et on a fait que sauter dans les flaques. J'adore. Alors je ne te dis pas l'état dans lequel lui et moi sont revenus dans notre appartement et la tête de mon épouse à l'époque, je me disais: «Mais qu'est-ce que vous avez fait?» Mais c'était un moment génial, quoi. On oublie le bien se contenir et cetera et ça a été génial et donc il y a il y a pas d'excuse. Attention, en étant sportif depuis tout petit, c'est facile pour moi d'être dans le mouvement. Donc je ne voudrais pas que ceux et celles qui nous écoutent, qui n'aiment pas le sport, qui n'ont pas une bonne relation avec leur corps, se disent: «Ah ben regarde, c'est tellement facile d'aller marcher, j'arrive pas». J'ai des personnes très proches qui n'arrivent pas à aller marcher parce que c'est cette situation de, j'ai l'impression qu'il y a plus d'espoir et je me sens, figé sur place. C'est une réaction physiologique qui est tout à fait normale et c'est là où faire appel à l'équipe, hein, ce que j'appelle la dream team, c'est un rappel à quelqu'un qui aime marcher et qui va dire: «Allez David» ou «Allez Charlène, là, je sais que tu en as besoin, viens, on va marcher». Carrément. Et là, c'est le deuxième niveau, c'est aller marcher avec quelqu'un. Et j'ai même envie de rajouter, si ça peut aider et motiver certaines personnes, on a tous des lieux avec, justement cette personne qu'on a perdue ou ces personnes qu'on a perdues. Ben, ça peut être aussi parfois une motivation de se dire, «Bah, OK, je vais peut-être au cimetière», si ça peut faire sens pour certaines personnes, ou je vais, dans un parc où j'avais l'habitude, d'aller, ou, bah, tiens, je vais aller marcher jusqu'à, boire ce petit café qu'on prenait habituellement le lundi, à 10 heures, ou je vais aller à la bibliothèque parce que c'est le truc qu'on aimait faire ensemble. Et du coup, on allie le côté, mouvement, marche à un hommage et à une symbolique aussi aux défunts. Et je dis souvent dans les épisodes, et je l'avais dit aussi dans ton interview, c'est de transformer en fait le lien d'attachement qu'on a aux défunts. Ce n'est pas rompre, mais transformer, passer de l'absence extérieure à une présence intérieure. Et justement, en ayant peut-être se dire, OK, je vais allier la marche qui, ben, de par cet épisode, j'entends David qui me dit: «OK, ça me met en mouvement, ça va me faire du bien, mais j'ai pas envie. Au fond, j'ai pas envie. Tiens, qu'est-ce qui peut me motiver à me dire: "Je vais aller marcher"?»
peut-être juste faire le tour du pâté de maison. Ça peut peut-être être, ben voilà, d'écouter, je sais pas, un podcast qui va vous faire penser à ça, d'écouter des chansons qui vont vous faire penser peut-être à cette personne et qui vont vous permettre peut-être de lâcher aussi des émotions. Ça peut être peut-être des chansons tristes dont vous avez besoin, ou au contraire des chansons joyeuses, ou des chansons qui vous ramènent à la nostalgie du mariage de XYZ, où vous avez ce super souvenir avec cette personne, mais peut-être d'allier les deux. Ça peut être un complément qui peut aussi vous permettre en fait, de faire un pas après l'autre et finalement, aller marcher 5 ou 10 minutes, c'est déjà faire quelque chose. Se lever déjà, c'est déjà faire quelque chose. Et tu parlais de l'exemple de la cigarette, euh, en disant, voilà, j'ai accepté finalement que pendant 6 mois, j'ai eu besoin de ça. Ben, c'est avoir aussi cette bienveillance et cette tolérance envers soi. L'idée, c'est pas d'aller marcher pour faire un marathon ou d'aller marcher pour marcher 10 kilomètres par jour ou par semaine. L'idée, c'est juste d'aller marcher. Et si vous faites simplement peut-être le tour du pâté de maison, bah, ça peut être marcher. Si vous allez juste prendre un café à 5-10 minutes de chez vous, bah, ça peut être marcher. Et du coup, on sort de l'immobilité, même si c'est 5, 10, 15, 20 minutes ou 1 heure. Et justement, on reste en mouvement. Et tout ça, j'ai envie de dire, cumulé, ou en tout cas en essayant de prendre soin aussi de cette hygiène de vie dont tu parlais, la notion de sommeil, de nutrition. Pareil, pour le côté nutrition, et tu me diras si ça fait sens pour toi, mais au départ, on peut ne pas avoir envie. J'ai plus envie de me faire à manger, parce que justement, j'ai perdu cet appétit, parce que rien ne fait sens. Ben, peut-être qu'on peut cuisiner un repas qu'on aimait bien manger avec cette personne, ou le repas que lui ou elle adorait, je sais pas, il adorait les artichauts et moi j'aime pas ça. Mais ça peut être aussi pareil, un petit hommage, ou je sais pas, cuisiner les cookies de mamie ou le gâteau préféré de Tati, enfin, qu'importe en réalité, mais de trouver en fait des motivations qui au départ sont peut-être extérieures. Je vais le faire pour rendre hommage à, ou je vais le faire pour penser à un tel, mais qui en fait nous font du bien. Et c'est petit à petit, et ça reprend cette idée justement du chemin et du pas après pas, qu'on peut à la fois rester en mouvement, à la fois cultiver cette hygiène de vie physique, donc j'entends nutrition, sommeil, santé physique, mais aussi cette hygiène mentale qui nous permet en fait d'aller vers cette évolution, vers le fait de grandir, vers le fait non pas de tourner la page, mais d'écrire un nouveau chapitre en prenant en considération ce deuil et cette expérience ou ces expériences qui ont été négatives, inconfortables, dont on aurait finalement préféré se passer, hein, clairement, c'est ce qu'on aurait préféré tous et toutes, je pense. Mais en tout cas, on doit malgré tout y faire face. Est-ce que ça fait sens, ces petits exemples pour toi? Tout à fait, c'est extrêmement important ce que tu viens de dire, Charlène, parce que justement, j'en avais pas encore parlé, mais la musique m'a beaucoup soutenu aussi. Je me souviens partir avec mon chien, le balader, écouter la même piste de musique euh, qui me rappelait ma petite fille, et de sentir. Alors, même si ça me faisait pleurer, le fait d'aller marcher, de l'écouter, de faire sortir cette émotion dans mon coin, dans la forêt, dans la campagne du Brabant flamand à l'époque. Parce qu'au fur et à mesure qu'on le fait, en fait, ça se transforme. C'est vraiment l'émotion. C'est en anglais, ils parlent souvent de emotion, l'énergie en mouvement. Et donc, le fait, oui, ça me faisait systématiquement pleurer d'aller marcher. Et il y en a deux qui aujourd'hui ont à la fois m'ont soutenu à l'époque et aujourd'hui me rappellent ces moments-là et me rappellent à combien j'ai grandi depuis lors. Parce qu'aujourd'hui, je peux l'écouter avec émotion, mais serein, plus avec la douleur. Donc c'est vraiment cette différence. On ne doit pas, comme tu l'as très bien dit, rompre avec la relation. Et ça, c'est aussi un élément qui est très important, c'est que on en a parlé en préparant cette interview. Notre fille, qui a aujourd'hui 9 ans, euh, elle connaît sa grande sœur. Et ça, c'était ma plus grande crainte, c'était d'oublier ma fille. Et le fait de la voir. Alors, mon aîné, c'est un peu plus difficile, parce il a vu, il a vécu tout ça avec nous, donc c'est un autre niveau encore. Mais notre fille, elle sait qu'elle a une grande sœur qui s'appelle Dounia. Pendant qu'elle était toute petite, elle lui faisait des dessins pour qu'elle le voie du ciel. Et donc,
quand tu dis de transformer, une relation, oui, et ça a été essentiel pour la santé mentale de mon épouse et la mienne. C'est de transformer cette relation avec notre fille qui est toujours là. Et là, on peut mettre toutes les croyances que l'on veut, il y a pas de limite. Ça peut être dans son cœur, ça peut être au ciel, ça peut être au paradis. Quelque part où on sait que ça n'est pas la fin d'une chose, mais qu'on la transforme et qu'à travers, comme tu le dis, une activité, un lieu, une musique, de faire, de et ça, c'est humain. On a toujours voulu entretenir le souvenir d'un ancien et c'est très bien et l'histoire nous permet de comprendre ça, qu'il faut pas faire les mêmes erreurs que qu'à une autre époque. Mais à notre niveau, la relation qu'on avait avec, une personne chère qui n'est plus là, même si ce n'était que 2 mois, hem, pour nous, heu, elle continue à vivre dans la famille. J'ai pu te le dire tout à l'heure parce que, on est dans le contexte. Maintenant, je ne dis pas systématiquement que j'ai 3 enfants parce que j'ai déjà eu des réflexions assez, particulières. On dit: «Ah 3? Je pensais que tu en avais 2» et des réflexions qui font mal aujourd'hui. Bah, dans ce cadre-ci, oui, j'ai difficile de dire: «J'ai 2 enfants» parce que non, j'ai 3 enfants. Mais quand tu dois rentrer dans le détail, parfois tu vas te faire face à des gens qui ne sont pas prêts à entendre, que tu as vécu ton deuil et qu'aujourd'hui, il est en partie, parce que je ne sais pas si c'est, totalement, heu, je dirais, digéré, mais c'est beaucoup plus que l'année passée, beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Mais cette relation, je l'ai avec ma fille et je suis très heureux, de savoir que je peux parler d'elle avec ma petite fille sans pleurer, sans, et qu'elle fait partie de la famille. C'est une autre relation. C'est comme tu bien sûr que j'aurais voulu avoir mes 3 enfants avec moi autour de moi et la voir grandir, hem, mais mais là, aujourd'hui, j'ai un petit ange et je le dis avec énormément de conscience. C'est pas: «Ah, c'est très poétique de dire qu'on a un petit ange». Non, ça va au-delà de cela. Je ressens sa présence et ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand, ma fille peut en parler, en sachant qu'elle a une sœur. Tu vois, il y a pas de tabou, il y a pas de choses qui sont cachées. Je pense qu'il faut mettre les choses telles qu'elles sont, même si ça prend du temps et là, le mouvement, tu l'as dit, à travers, un endroit, à travers une musique, à travers c'est vrai que cuisiner un plat, comme je ne l'aurais pas pensé, je n'y aurais pas pensé, mais c'est créer cette relation qui est différente. Exactement, c'est de trouver en fait son propre sens et de transformer son propre quotidien et de dans ce que tu dis, je retrouve beaucoup le témoignage d'Astrid justement qui a enfin qu'ils ont, leur famille, perdu un petit Louis, alors non pas, justement d'une mort subite comme toi et ton épouse, mais, dans un accident, de la vie et dans un incendie de maison et en fait, elle a les avec ses mots, bien entendu, et sa propre histoire, mais le fil conducteur et les points communs derrière sont là. Cette peur d'oublier, elle est là chez la plupart des personnes qui ont vécu un deuil et en fait, on n'oublie jamais. Je pense qu'on peut pas oublier en réalité. Et d'ailleurs, si ça peut intéresser certaines personnes, je vous recommande la lecture du livre de Charles Pépin qui s'appelle «Vivre avec son passé», qui parle aussi de la notion de mémoire de son passé et qui invite à vivre avec plutôt que vivre sans ou vivre contre et d'essayer d'oublier des choses qu'on ne peut pas oublier et du coup, je trouvais ça très intéressant et depuis tout à l'heure, je me dis, je parle très souvent du chemin du deuil et je trouvais ça intéressant et marrant de m'en rendre compte maintenant en t'écoutant, en me disant: «Mais en fait, c'est ça, on marche un chemin de deuil et quand on marche ce chemin de deuil, il y a un côté très symbolique, le fait de, on fait ce chemin, on fait ce deuil autant que le deuil nous fait, mais il y a aussi cette notion, peut-être que vous pouvez garder à l'esprit de, ben, marcher ce chemin de deuil, c'est aussi garder cette notion de mouvement et peut-être que si la marche, c'est pas pour vous, ça peut être d'une toute autre manière. Peut-être que vous, c'est la danse, peut-être que vous, c'est la course, peut-être que vous avez besoin de quelque chose de peut-être plus actif, ça peut peut-être être la boxe, ça peut peut-être être le karaté. Au contraire, vous avez besoin de quelque chose de plus précis, ça peut être l'escrime. Enfin, vraiment, il y a
plein de multiples possibilités. Mais voilà, peut-être vous inviter à, là, en cette fin d'épisode, à vous questionner sur cette notion de mouvement. Où est-ce que je laisse encore une place au mouvement dans mon deuil? Ou si je lui en laisse pas, quelle place je pourrais lui donner? Et puis, en parallèle de ça, toujours pour ce côté santé, comment je peux peut-être venir travailler, encourager ou consolider aussi mon hygiène de vie. En tout cas, c'est vraiment ce que je retiens de ton témoignage. Et enfin, il y a d'autres choses, bien entendu. Hein. Au fur et à mesure d'une heure d'interview, il y a plein de choses qui en ressortent. Et puis, dans tous les cas, il y a aussi toutes les ressources de ton podcast qui, pour moi, est complémentaire justement sur ces notions de résilience. Si vous voulez aller creuser ces sujets, ce sera bien entendu dans la description de l'épisode. Est-ce que pour conclure cet épisode, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui te tenait à cœur de mentionner, David? Mais dans cette idée de chemin et de mouvement, c'est vrai qu'on n'a pas abordé cette question que tu m'avais posée en prélude de l'interview. C'est par rapport à comment j'ai pu, être accompagné d'un point de vue professionnel. C'est vrai que, hem, je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir un psychologue, par exemple, dans toutes ces différentes situations. Pour des raisons financières, parce qu'on se dit: «Bah, si je commence avec, quelqu'un, il va falloir le faire plus longtemps» et donc je ne je me sens pas, prêt à le faire. Mais par contre, on a travaillé avec mon épouse de manière épisodique avec, plutôt un travail énergétique, mais qui a permis justement de faire bouger ces émotions. Je ne suis pas passé par la parole, je suis passé par d'autres, techniques. Évidemment, il faut être vraiment bien accompagné, comme dans toute profession, avec des gens, compétents. Mais j'ai bien aimé ta conclusion, c'est vraiment ce chemin. Oui, ce chemin, physiquement être en mouvement, aussi, ça permet de faire bouger les émotions, de mentalement, parce que c'est incroyable ce que ça peut faire au niveau du cerveau d'être dans la marche. Et ça, c'est l'élément le plus basique, mais effectivement, tu as cité d'autres activités physiques qui peuvent le produire. Et que d'un point de vue énergétique, ça puisse, qu'on sent qu'il y a un changement, qu'on n'est pas en train de marcher sur place. Et quand tu, as fait cette conclusion, Charlène, j'ai vraiment eu cette image d'un chemin où tu marches, mais tu es accompagné. Il faut ça, j'insiste vraiment, chaque chemin est différent. Moi, ma compagne était vraiment, et on a été tous les 2 sur ce chemin, bien soutenus. Si vous n'avez pas la chance d'avoir, un partenaire ou quelqu'un de très proche, allez voir quelqu'un justement, comme Charlène qui pourra vous guider, ou un professionnel, que sais-je, mais être dans l'action, être vraiment dans le mouvement, qu'il soit physique, émotionnel, mental, spirituel, puisqu'on a parlé un peu de la relation qu'on peut créer avec, heu, je dirais un être disparu. C'est marrant comme ce mot spirituel peut encore, créer un malaise avec certaines personnes, alors que, c'est essentiel de pouvoir, se dire que on n'est pas tout puissant, qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui peut nous soutenir. Je trouve que ça enlève un fardeau énorme de se dire: «OK, moi je fais mon maximum, le reste, occupe-toi-en». Quelle que soit la forme possible, imaginable. Mais parce que sinon ça devient extrêmement, stressant, extrêmement, heu, angoissant de se dire: «Tout ce que je fais, il y a que moi qui suis responsable de ce qui se passe». Et quand on vit un deuil comme la perte d'un enfant, on peut s'en vouloir, de se dire: «Qu'est-ce que j'aurais pu faire de». Non. Heu, Quand les policiers sont venus et ils se sont excusés. Quand vous avez un décès à la maison, la police doit venir sur place voir s'il n'y a pas eu maltraitance, s'il n'y a pas eu de problème. Ils se sont excusés et ils nous ont dit: «Mais écoutez, on n'a jamais vu une bibliothèque avec autant, de livres sur l'enfance et vous êtes professionnels du domaine». Non, non, c'est juste parce qu'on est des parents qui sommes, intéressés par et on veut donner un maximum à nos enfants. Mais donc, être engagé comme ça dans un processus, de pouvoir, avancer, faire un maximum et de se dire: «Quoi quel que soit mon plan, je ne suis pas seul et j'accepterai
ce qui m'est proposé, ce qui m'est offert. Et c'est pour ça que on a une petite fille aujourd'hui qui est en pleine santé, qui est hyper dynamique. Et on a, bien sûr que la première année, on n'a pas dormi. On a regardé toutes les 5 minutes si elle respirait encore. Bien sûr, parce qu'avec l'expérience qu'on avait vécue, c'était indéniable. Mais on n'a pas eu peur d'avoir un troisième enfant, de peur que ça ne se reproduise. Tu vois un petit peu le côté humain de se dire, bah oui, quand elle est née, toutes les demi-heures, mon épouse n'a pas dormi pendant X temps parce qu'il fallait qu'elle regarde si la petite dormait, mais si elle s'était pas arrêtée de respirer. Mais ce côté où j'ai confiance en la vie, et on a un garçon, il a une petite sœur qui est partie, mais on veut pas le laisser seul, on veut avoir une famille et on est prêt à faire une, une, une nouvelle grossesse. Merci beaucoup pour cette conclusion inspirante qui, je pense, voilà, montre que oui, aussi inconfortable que soit la vie sur certains points, elle en reste très belle et avec des cadeaux. Et si encore une fois ces phrases ou peut-être ce témoignage aujourd'hui résonne pas en vous, ben peut-être réécoutez-le plus tard. Peut-être en allant marcher, peut-être en mettant justement vos petits écouteurs ou votre casque sur les oreilles, en allant vous balader, vous connecter à un lieu ou avec un gâteau d'une personne que vous aimez et qui n'est plus présente physiquement, mais qui est toujours présente dans vos cœurs. Merci infiniment, David, pour ton témoignage et pour cet échange. Et comme je l'ai dit, bah, justement, tous tes liens seront aussi en description pour qu'on puisse te retrouver, échanger avec toi si l'envie, le besoin se fait sentir. Et puis voilà, tout simplement, merci en fait. Merci à toi, Charlène, parce que c'était vraiment un très bon moment qui permet encore de voir un peu où j'en suis, parce que toute relation, tout contact, toute rencontre sont des cadeaux. Et là, c'est vraiment un chouette cadeau. Donc, merci de ton invitation. Ouais, merci beaucoup. Je dis souvent dire et se redire est une thérapie et c'est exactement ce que tu viens d'illustrer. C'est aussi thérapeutique de témoigner sur un podcast. Merci de le préciser. Tout à fait. À très vite et encore merci à toi. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.